Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enjeu Capital, le 116e numéro, pardon. On va revenir un peu sur l'actualité du Paris Saint-Germain et quelle actualité, toujours dans la polémique Pochettino, partira, ne partira pas. On va évoquer un peu le sujet et on parlera aussi, on fera un petit parallèle d'ailleurs parce que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid, donc on va se poser la question, est-ce que c'est une piste crédible pour cette saison ou pour les saisons à venir? Et enfin, on parlera un peu d'enveloppe mercato. Plusieurs chiffres sont sortis dans la presse et on fera un petit débat là-dessus. Et on profitera de la présence, et d'ailleurs, je vais présenter tout de suite mes camarades. On profitera de la présence, je disais donc, de Vincent Chaudel, de l'Observateur du Sport Business. Salut Vincent, comment tu vas? Salut Yacine Mousse, très bien. Et salut Yacine, salut Samy. Mon camarade de toutes les semaines qui ne fait jamais faux bond, il n'est jamais blessé contrairement à Marco Verratti, c'est Yacine Amned. Salut à tous. Ça va Yacine? Ouais, ça va bien, merci. Bon, et pour la deuxième fois consécutive, on accueille Samy Mojtabi. J'allais égratigner ton nom, mais c'est bien ça. Hein. Bah, tu n'aurais pas été le premier. Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est un plaisir encore. Ouais, les J avant l'été, c'est toujours. Souvent, franchement, j'ai eu Mojtabi. Ouais. Et je te passe les jeux de mots que j'ai eu durant mon enfance. C'est pas le moment de les sortir aujourd'hui. Ouais. En plus, j'ai pas mis le petit carré blanc. Le interdit au moins de. Voilà. Et d'abord, merci messieurs d'être là en ce vendredi après-midi. Et comme je le disais, beaucoup d'actualités autour du Paris Saint-Germain. Et notamment le problème Pochettino. Alors, des rumeurs sont apparues il y a à peu près plus d'une semaine. Sur des volontés de départ du coach argentin après 6 mois de présence au club. Et alors on a eu quelques démentis. Le premier suite à l'avant-dernier match des féminines où Leonardo a balayé en touche en disant qu'il lui restait 2 ans de contrat et qu'ils étaient très contents de lui. Plus récemment, c'était hier, il me semble, une toute petite déclaration chez nos confrères de France Football où il a ajouté qui lui parlait tous les jours et qui préparait le mercato. Mais malheureusement, s'il n'y avait que ça, il y a aussi beaucoup de rumeurs qui viennent de l'étranger qui font état d'un ras-le-bol de Pochettino et de sa réelle envie de partir. Et la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Pochettino ne s'est toujours pas exprimé? Est-ce qu'il y a un problème de communication au sein du Paris Saint-Germain? Et je vais donner la parole tout de suite à Vincent Chaudel, qui est un spécialiste de l'économie du sport et qui connaît très très bien le PSG et le Qatar. Et première question, Vincent, est-ce que toute cette polémique, finalement, elle n'est pas en train quand même d'abîmer, d'écorner l'image du Paris Saint-Germain, quand on sait que les Qataris font très très attention à l'image que reflète le club? Est-ce que c'est pas un gros souci quand même ça pour les dirigeants qataris et pour Doha? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, Doha n'aime pas faire le buzz ou un buzz non maîtrisé. Et pour le coup, ce dossier-là, c'est pas un dossier volontairement animé par eux. Et donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un dossier qui leur déplaît. Maintenant, est-ce que ça abîme l'image du PSG? Je ne pense pas, parce que le sujet du turnover des coachs, c'est un sujet qui arrive à peu près dans tous les clubs et dans tous les gros clubs. On a beaucoup parlé de Guardiola et notamment son incapacité à gagner la Champions League. Est-ce que on a parlé de Guardiola partir? Certains ont cité son nom au PSG, mais on a pu le citer aussi à Barcelone, on a pu le citer ailleurs. On a vu que Zidane, qui était indéboulonnable, a été déboulonné ou du moins est parti avant de l'être. Le coach du Barça aussi, enfin à peu près dans tous les clubs, même le Bayern, la Juve et autres. Donc le sujet là, et on reviendra puisqu'il y a une thématique sur le mercato, on est dans une période très compliquée, très particulière, avec des changements de coach, avec des changements d'effectifs à venir. Parce que les coachs vont vouloir reconstruire leurs effectifs à droite ou à gauche dans un contexte économique qui va être compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'animent. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que le point de départ, c'est Tottenham et Daniel Levy, qui n'a pas été satisfait de Mourinho et qui peut-être regrette de s'être séparé de Pochettino. Et qu'il y ait eu contact de Tottenham et de Levy vers Pochettino, ça je veux bien le croire.
Après, ça peut être aussi l'occasion pour Pochettino de pouvoir discuter avec ses dirigeants, et quand je dis dirigeants, j'intègre aussi Leonardo dedans, de sa façon de travailler à l'avenir et de son enveloppe, même si enveloppe de mercato, même si je pense qu'il y a une partie des discussions qui ont eu lieu en décembre-janvier quand il a signé son contrat. Donc voilà, c'est une période qui est instable ou inconfortable pour beaucoup, y compris pour le PSG, mais pas que. Donc au niveau de l'image du PSG, je pense que c'est pas vraiment un problème. Au niveau du Qatar, je pense que c'est quelque chose qui irrite un peu, oui. Juste pour terminer là-dessus, en tout cas avec toi Vincent, tu faisais un parallèle avec les autres coachs et que c'est un problème qui pouvait arriver dans d'autres clubs, sauf que là c'est quand même particulier parce que c'est au bout de 6 mois et c'est en fait le silence de Pochettino qui fait ressurgir tous les fantasmes autour de lui, de Tottenham et du Paris Saint-Germain. Mais en termes de communication, est-ce qu'il n'y a pas quand même une erreur du PSG? Est-ce que le PSG aurait dû intimer l'ordre à Pochettino de siffler la fin de la récréation et de s'exprimer sur ses réelles envies ou pas de partir? C'est clair qu'une prise de parole de Pochettino aurait été ou serait souhaitable, ça c'est clair. Maintenant, il y a évidemment ce que l'on voit, ce que l'on sait, et ce qui se discute en dessous. Donc ça, je ne sais pas dire ce qu'il y a exactement de façon précise, mais c'est une occasion, même si ça se fait après 6 mois par rapport à la signature, c'est une occasion pour Pochettino de renégocier certains éléments. Mais c'est aussi une occasion, et là c'est aussi un des autres thèmes que tu as évoqué, Mousse, pour ce talk de ce vendredi, c'est aussi un sujet où il y a des alternatives. Et donc si Pochettino a probablement une proposition de Tottenham qui lui donne un levier dans la discussion, il y a quand même 2 autres coachs qui plaisent, soit au Qatar, soit à Leonardo, soit aux 2, qui sont sur le marché. Conte et Zidane sont quand même 2 coachs qui nuiraient pas à l'image du PSG s'ils arrivaient. Donc, je pense qu'on est dans une partie de poker ou de négo actuellement qui n'a pas trop d'impact parce que les joueurs sont actuellement si on regarde l'effectif du PSG, il y a quasiment que des internationaux, donc ils sont déjà dans leur équipe nationale pour l'Euro ou la Copa América. Donc ça n'a pas trop d'impact pour l'instant, hormis hériter les dirigeants du club ou les propriétaires du club. Ok, ça marche. Merci Vincent. Samy, je me tourne vers toi et je te pose aussi la même question. Est-ce que c'est quand même pas une faute ou une erreur du Paris Saint-Germain d'avoir laissé un peu traîner les choses et surtout de ne pas avoir fait communiquer leur coach, Mauricio Pochettino, qui est ce mur dans le silence depuis le début, qui avait posté une petite photo sur Instagram le lendemain de la révélation de l'article de Independent, j'ai toujours du mal à le dire, le média anglais. C'est quand même particulier comme communication, Samy. Oui, c'est vrai qu'on aimerait tous que Mauricio clarifie un petit peu la chose, hein, parce qu'on est tous, en tout cas tous les supporters du PSG sont en haleine devant le nouveau feuilleton parisien de l'été. Maintenant, sincèrement, est-ce que aussi le fait de pas communiquer, ça peut être aussi le Paris Saint-Germain qui a demandé à Pochettino justement de ne rien dire pour ne pas donner de crédibilité à cette rumeur. Moi, en tout cas, dans le discours de Leonardo, j'ai cru comprendre que lui, il signifiait que ça voulait un peu rien dire, quoi, et que justement trop s'attarder dessus, c'était donner un petit peu plus d'ampleur à cette rumeur. Donc oui, sincèrement, on aimerait tous voir Pochettino quand même nous dire un petit mot ou quand même montrer son attachement au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, le fait aussi qu'il n'ait pas parlé, c'est paradoxal, mais ça peut aussi rassurer. Parce que justement, s'il avait vraiment des intentions de partir, on peut estimer que voilà, il a quand même un peu de, qu'il est un petit peu d'honnêteté intellectuelle et qui se placerait justement sur un éventuel départ. Donc moi ça me choque pas aujourd'hui que Pochettino n'ait pas encore parlé. Et je suis pas sûr qu'il soit amené à le faire si justement les chaises se comblent
comme on a pu en entendre parler, que si Conte prend Tottenham, on a déjà Ancelotti à Madrid. Je pense que, moi c'est mon avis, après je pense que ça va se tasser quand les places seront prises, quand il y aura plus d'opportunités ailleurs, parce qu'aujourd'hui maintenant, la rumeur, le fait que Pochettino reste au PSG, c'est quand même pour moi l'alternative la plus probable aujourd'hui, puisque Conte est apparemment très très proche de Tottenham. Madrid, la place est prise. Il va partir pour aller où? Alors après, maintenant, ils ont sorti une nouvelle rumeur. Ah, il partirait même pour partir pour être nulle part. Ah, c'est quoi? C'est qu'il veut vraiment partir. Moi personnellement, je trouve ça un peu trop, et je reste un peu sur ma position du dernier podcast où justement, j'y croyais pas trop. Et encore aujourd'hui, malgré toutes les nouvelles informations qui sont sorties, je veux bien entendre que c'est pas l'amour fou, qu'il n'y a pas non plus des atomes crochus extraordinaires entre Pochettino et Leonardo, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain. Yacine, je viens vers toi. Alors, Samy nous dit que c'est peut-être une bonne posture de ne pas s'exprimer, mais tout le monde connaît l'adage qui ne dit mot consent, et surtout que c'est pas une rumeur qui viendrait d'un seul média. C'est plusieurs médias de plusieurs pays européens. Et c'est là où ça fait quand même un petit peu la différence, et que je trouve, moi, personnellement, que la communication du PSG, elle est un peu floue, Yacine. Je pense que tous les deux, on est plutôt d'accord pour se dire qu'il aurait dû quand même parler si vraiment, effectivement, il souhaitait continuer son aventure au PSG. Pour toi, Yacine, c'est clairement une faute. Hein. Oui, parce que en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, je pense que tu dois communiquer. Si tu ne communiques pas, c'est qu'il y a une porte ouverte. Dans le sens où, imaginons que Pochettino dise aujourd'hui, ou que le club lui demande de faire taire les rumeurs, et que dans 2 semaines, il est parti. Tu passes pour des imbéciles. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être un coup de pression, ça peut être une discussion. En tout cas, moi, je pars du principe qu'avec toutes les infos qui sont sorties, et tout ce qui se passe autour de ça, il n'y a pas rien. Voilà, il y a eu quelque chose. Il y a eu, en tout cas, une écoute, peut-être. En tout cas, voilà, peut-être que, comme l'a dit Vincent, c'est Daniel Levy qui a lancé le truc, mais il y a eu une écoute. Voilà. Il n'a pas juste dit non, mais laisse tomber, on s'est quitté il y a 2 ans, on passe à autre chose. Il a écouté. Voilà. Oui, Vincent? Je te rejoins, Yacine, mais quand on regarde Ancelotti qui est parti à Everton pour un vrai projet c'était pas pour faire une saison, c'était pas pour faire une pige. Il est parti pour un vrai projet. Il a fait une saison honorable où il a construit des bases. Il y a un projet de construction de stade. Et bing, Zidane part, on l'appelle et en 2 jours, il fait ses valises. Donc, il y a plein de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui se passent, qui bougent. Et donc, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, ça veut dire quand même que le PSG a un coach qui intéresse d'autres grands clubs, quoi qu'il arrive. Qu'il reste ou qu'il parte, ça voulait dire que c'était déjà un coach attrayant, intéressant. Ça, c'est le premier point. Alors, si je peux ajouter quelque chose qui va dans ton sens sur Mauricio Pochettino, c'est quand même très connu que le Real Madrid le pisse depuis un certain nombre d'années et que lui ne s'est jamais caché que c'était aussi un rêve pour lui d'entraîner le Real. Contrairement au Barça, il a dit qu'il ne le ferait pas. Ah, c'est normal, il vient de l'Espagnol Barcelone. Bien sûr, bien sûr. Ah. Bien sûr. Oui. Et donc, effectivement, quand tu parlais de plusieurs pays, Tottenham se posait probablement la question, et si la piste Conte est chaude, ça voudrait dire quand même, pour aller dans le sens de Samy, que la porte PSG ou la porte Pochettino s'est refermée. Ah oui, en tout cas pour le Real Madrid, oui. Tu voulais finir, Yacine. Donc, il y a ça. Après, si les portes se referment, ça veut dire aussi que les discussions traînent et que les clubs ont besoin d'aller plutôt vite parce qu'on est quand même en période de mercato. Et donc, elles se referment. Ça veut dire que ce sera un choix par défaut. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intriguant. Et je vais venir après sur les joueurs. Je rappelle au passage qu'il y a dans le top 8 des 5 grands championnats, il y a eu pratiquement 25 clubs qui ont changé de coach cet été. C'est énorme. Voilà, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent dans le football, et donc il y a aussi beaucoup de coachs qui ont changé de club. C'est-à-dire que faut pas tout le temps pointer du doigt le PSG en disant c'est toujours le PSG, toujours le PSG.
Mais aucun dans la configuration de Pochettino. Non, voilà, oui. C'est-à-dire sa notoriété, son aura, son contrat et la durée de 6 mois, aucun n'était dans cette configuration-là. Bien sûr. Ensuite, il y a l'histoire de la position du club. On a fait un papier sur le site où on en parle. Par exemple, Hansi Flick qui est en conflit avec ses dirigeants, à un moment donné, le Bayern, eux, ils sifflent la fin de la récréation en disant stop. Hansi Flick, tu as gagné la Ligue des Champions l'année dernière, tu as pris tous les titres, mais à un moment donné, c'est plus possible. Nous, on fait un choix. Voilà. Il se trouve que aussi l'organisation du Bayern est peut-être plus cohérente et plus solide que celle du PSG où les directeurs sportifs s'enchaînent depuis quand même maintenant 7-8 ans, où on a des directeurs sportifs qui durent 1 an et demi, 2 ans, Enrique, Létang, aujourd'hui Leonardo, voilà, il n'y a pas de réelle stabilité. Ça aussi, c'est un problème. On l'a vu avec Garcia et Juninho, où il y a des tensions. C'est des choses qui arrivent dans tous les clubs. On l'a vu avec Zidane. Zidane, s'il quitte le Real, c'est aussi parce qu'au-dessus de lui, alors il n'y a pas de directeur sportif en tant que tel au Real, c'est un peu plus compliqué. C'est pas le même modèle, effectivement. Voilà, là aussi, il y a eu des tensions entre le coach et la direction, avec des menaces régulières au cours de la saison qui font que Zidane a décidé de partir. Donc, c'est pas propre au PSG, c'est propre au grand club où ça bouge tout le temps, il y a toujours de l'effervescence. Maintenant, pour terminer, moi, ce qui me pose de réels problèmes par rapport à tout ça, et pourquoi j'aurais voulu que le PSG et Pochettino communiquent, parce que malheureusement, sans détenir de vérité sur le football, je connais les vestiaires. Mais garde ça parce qu'on va revenir sur les joueurs, Yacine. On va justement parler de l'impact que ça peut avoir sur les joueurs et je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais le sujet n'est pas encore sur la table, ne t'inquiète pas, on y arrive. Samy, il y a une chose alors peut-être que les gens ne savent pas. Ces dernières années, c'est souvent Doha, et après je donnerai la parole aussi à Vincent, qui a choisi ses entraîneurs. On le sait pour Unai Emery, on le savait aussi pour Thomas Tuchel et pareil pour Pochettino. Et dans les 3 cas, c'est jamais la direction sportive qui a choisi son entraîneur, c'est plutôt un choix du propriétaire du club. Est-ce que ça aussi, ça pose pas un problème lorsque parce qu'il y a des clubs qui fonctionnent effectivement sans directeur sportif, mais le PSG a toujours choisi d'en avoir un. Mais est-ce que finalement, c'est pas ça aussi le problème? C'est que le directeur sportif, quand il vient au PSG, alors on lui laisse un peu les mains libres sur le mercato, quoique, mais sur le coach, c'est Doha qui choisit et c'est le directeur sportif qui doit s'adapter. J'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas ça finalement le fond du problème, Samy? Ça après, donc là on revient sur l'incompatibilité entre Leonardo et le coach actuel, parce que c'est pas qu'avec Pochettino, parce qu'on sait très bien que Leonardo n'était pas non plus le meilleur ami de Tuchel. Ça s'est vu sur la fin. On sait aussi que voilà, tu l'as très bien dit. Oui, en fait, sur l'entièreté de son mandat, c'est vrai que ça s'est vu. On a compris quand même assez vite que Leonardo, lui, aurait bien aimé venir avec un packaging complet, c'est-à-dire joueur plus entraîneur. Allegri était souvent cité. Ils sont de mèche. C'est quelque chose. Ça n'a pas été officialisé, mais c'est quand même un bruit qui a longtemps parcouru les tribunes du Paris Saint-Germain. On sait que voilà, Leonardo s'était rêvé un petit peu d'un duo, un ticket Leonardo-Allegri au sein du Paris Saint-Germain. Donc oui, sûrement qu'il y a eu de la frustration du côté de Leonardo. Et sûrement que ça a entaché les relations avec Tuchel et les relations avec Pochettino, mais malgré tout, j'ai quand même du mal. Tu l'as dit, Yacine, ce genre de rapport, encore une fois, on parle de football professionnel. C'est pas Disneyland, on le sait très bien. Il y aura jamais, c'est très très rare, surtout dans les grands clubs, les situations où tout le monde s'aime, tout le monde se fait des câlins, tout le monde se fait des bisous, même quand ça gagne. Attention, ça n'a aucun rapport avec le parcours sportif. On le sait très bien, chacun a ses intérêts, c'est rare que ça fonctionne, mais généralement, tu réussis à cohabiter. Donc moi je me dis, pourquoi aussi j'ai cette posture où je me dis, je pense que ça va tenir, pourquoi au Paris Saint-Germain ça devrait péter? Parce que Zidane qui part après 3 ans ou 2 ans et qui te dit que ça allait mal avec les dirigeants, il a quand même supporté ça. Pourquoi Pochettino et Leonardo, aujourd'hui, ça ne devrait durer que 6 mois? Donc voilà, moi je pense qu'il est clair et établi qu'il y a quelque chose entre les deux, qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, Doha, qui justement aime bien intervenir, on connaît son ingérence, ils sont intervenus sur le choix du coach, est-ce que maintenant ils vont intervenir sur cette bisbille? Parce que nous on fait des podcasts, il y a des articles qui sont écrits un peu partout, ça commence à faire beaucoup de bruit, la rumeur elle perdure. Est-ce que justement Doha va pas intervenir et va devoir trancher entre Leonardo et son entraîneur? C'est déjà arrivé par le passé, il me semble que Leonardo est déjà parti du Paris Saint-Germain.
Donc voilà, est-ce qu'on va pas justement voir quelque chose arriver et c'est pas forcément celui qu'on pensait partir qui va partir? Alors, juste pour compléter ce que tu disais sur le fait que Zidane a supporté ça pendant 2 ans, la seule différence, c'est que c'est un groupe qu'il connaît très bien et qu'il a gagné 3 Ligues des Champions avec ce même groupe. Le groupe, lui est très fidèle et là-dessus, je pense que ça fait quand même une petite différence avec Pochettino. Là-dessus, Vincent, toi qui connais bien un peu les arcanes de Doha, sur le mode de gouvernance, sur cette façon, sur cette ingérence des propriétaires du PSG, est-ce que ça pose problème quand même lorsque tu choisis un directeur sportif, mais qui n'a pas carte blanche pour non seulement choisir l'entraîneur, mais aussi les joueurs qui vont l'accompagner? Déjà, que ce soit Doha, Paris, Londres, n'importe où, moi je ne trouve pas choquant que ce soit celui qui paye qui à un moment donné est le final cut. La question c'est de savoir s'il a le final cut ou si c'est lui qui décide de tout et que le directeur sportif finalement ne propose même pas. Si le directeur sportif propose 2-3 coachs et que celui qui paye en choisit un des 3, c'est pas tout à fait pareil. Donc, mais en soi, que ce soit Doha qui... Pardon ? C'est le cas, parce que, juste, je te coupe 2 minutes, c'était déjà le cas avec Antero Henrique en 2017. Lorsqu'il arrive, Unai Emery est en place, il essaye déjà d'imposer un entraîneur portugais. Unai Emery lui reste 1 an de contrat, Doha ne veut pas le liquider, parce qu'en plus il avait des très bonnes relations avec Nasser. Et ensuite, lorsqu'il est en fin de contrat, Unai Emery, Antero Henrique revient à la charge, et à Doha on lui dit non. Et le choix c'est Thomas Tuchel. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça, Vincent. Je te laisse finir. Oui, mais en soi, que, encore une fois, celui qui paye et la décision finale, ça, c'est pas nécessairement choquant. Sur le fait que ce soit pas nécessairement toujours un super alliage entre les deux et que ça n'empêche pas de gagner, Samy, on peut prendre l'exemple du Bayern où entre Flick et Salihamidzic, c'était quand même pas le grand amour. Et ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné... Enfin voilà, donc effectivement, je te rejoins, l'un n'empêche pas l'autre. Quant à dire que Doha peut siffler la fin de la récré et se séparer de l'un ou de l'autre, en fait, ce n'est pas trop dans la culture des pays du Golfe, pas nécessairement que de Doha, de couper des têtes à ce niveau-là. Ils ont plutôt... ils prennent des décisions, mais... ils peuvent recruter, mais on peut se retrouver à avoir 2-3 personnes dans des placards dorés. Ce qui n'est pas nécessairement facile à gérer. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de trancher et en plus de se désavouer. Donc, moi, ce que je dis, alors, Yacine pourra compléter ou infirmer dans la foulée. Je pense que Pochettino, c'est un entraîneur qui demande beaucoup physiquement à ses joueurs et il est arrivé en janvier dans une saison très compliquée où il n'y a pas eu de préparation, où les joueurs étaient cramés. Je pense que réellement, et il l'a dit à un moment donné dans une interview Pochettino, jugez-moi sur l'année prochaine, globalement sur une saison quasi normale. Et je pense que ça, c'est la vérité. La seule chose de cet été parce que dans un temps normal, j'aurais tendance à dire que il aurait fait ces 6 mois qu'on a vus là, puis une saison normale, et puis peut-être que ça se serait détérioré par la suite. Sauf que là, on est dans un mercato très particulier. Yacine l'a dit, 25 changements de coach dans les grands clubs. Enfin, il y a du coup des opportunités pour les coachs, pour les clubs qui sont demandeurs de certains coachs, qui fait que là où il était parti pour ne pas se poser de questions pendant 36 mois, eh bien, il y a des sujets qui lui arrivent et qui peuvent peut-être l'amener à réfléchir. Moi, j'aurais tendance à être de l'avis de Samy, de dire que là, il y a un peu d'agitation, les portes se referment tranquillement et que ça va avancer. Restera le sujet que voulait développer Yacine, c'est est-ce que ça va laisser des traces dans le vestiaire ? Encore une fois, moi, j'aurais tendance à te dire non, parce que si cette situation-là se passait le 30 juin ou le mi-juillet, ça serait différent. Mais là, les joueurs concernés, ils sont dans leur équipe nationale. Ils ont la tête à autre chose, je pense. Alors, il y a eu plusieurs explications qui ont été données par soit des médias français ou des médias étrangers sur
sur l'éventuelle envie de départ de Mauricio Pochettino. La première, c'est évidemment la mésentente avec son directeur sportif, Leonardo, qui, je rappelle, ne l'avait pas forcément choisi, mais qui avait l'air quand même content de l'accueillir et de tourner la page de l'ère Tuchel. Et parmi tous ces arguments qui ont été donnés par la presse étrangère, donc il y a eu la mésentente effectivement entre lui et le directeur sportif. Alors soit sur de l'ingérence au niveau du sportif, il y a eu beaucoup de ça. Alors nous, on a sorti un papier parce que, alors il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, lorsqu'on a sorti le papier sur les jeunes, la gestion des jeunes, ils nous disaient oui, mais vous n'en aviez pas parlé avant. Et maintenant que la rumeur elle sort, vous en parlez. Oui, parce que quand une information sort, c'est à partir de cette information que tu creuses derrière et que tu cherches aussi à avoir des explications. Évidemment que nous, je vous le dis, on l'avait pas vu venir, cette rumeur. Et on a vu un papier récemment passé. Bon, moi, je mettrais des gros doutes où ils disent que il y aura un problème entre le vestiaire et Pochettino, qu'il y aurait des clans, une mauvaise ambiance. Ouais. C'est complètement faux. C'est faux, ouais. Voilà, ça, c'est vraiment du grand délire et c'est du grand n'importe quoi. Le vestiaire du PSG est plutôt homogène, tout le monde s'entend plutôt bien. Il vit même trop bien, peut-être. Ouais, peut-être aussi, ouais, tu as pas tort. En tout cas, je pense que ça ne vient pas de là. Par contre, sur le cas, par exemple, de Kai Swiss, c'est vrai qu'il y a eu une petite ingérence de Leonardo et qu'a demandé des explications à Pochettino. Et ça, je peux vous le dire de source sûre, c'est vrai qu'il n'a pas bien pris les choses. Lorsque tu diriges une équipe de professionnels, même si tu dois avoir des discussions avec ton directeur sportif, un directeur sportif ne peut pas imposer à son entraîneur de faire jouer tel ou tel joueur. On peut avoir des discussions, évidemment. Mais là, a priori, c'était plus que des discussions. Du coup, là, je voulais venir aux joueurs, justement. Yacine, tu en parlais tout à l'heure. Donc, on a écarté l'hypothèse que le vestiaire, soi-disant, avait des clans qui ne s'entendraient pas avec Pochettino. Mais par contre, là, on est en période de mercato. T'as des joueurs qui vont peut-être quitter le club, d'autres qui veulent rester, d'autres qui ne veulent pas partir. Mais pour ceux qui vont rester, Yacine, toi qui as été entraîneur, quel impact ça peut avoir sur la reprise si, après toutes ces rumeurs et que finalement Pochettino reste et qu'il ne s'explique toujours pas sur cette situation, quel impact ça peut avoir sur la reprise et le début de saison, Yacine? Alors, le truc, c'est que, je dis un mot sur les jeunes parce que tu en as parlé. Nous reprocher à nous de ne pas parler des jeunes, je crois que c'est ne pas nous écouter parce que, en fait, le papier, c'est une confirmation d'une info. Mais je crois qu'on en a assez parlé, des Pembele, etc., que Pochettino devait utiliser, bref. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit à nous qu'il fallait faire ce reproche-là, mais bref. Pour le vestiaire, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours comprendre, un vestiaire, que les joueurs, ils ont beau avoir 28 ans ou 30 ans, ce sont des enfants. Quand je dis des enfants, c'est au sens noble, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des joueurs de foot qui se font plaisir, qui ont des attitudes un peu d'ado, fin d'ado, ils ne sont pas forcément tous mûrs parce qu'ils vivent dans un cercle fermé avec énormément de choses autour du football qui ne leur permet pas en fait d'être connectés à la vie réelle, entre guillemets, et pour en avoir parlé souvent, et les joueurs s'en rendent compte en fait après carrière. Ils se disent, ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais dans ma bulle, ah ouais, j'ai pas compris ça. Ouais, c'est vrai que des fois là, j'étais dans un vestiaire où le groupe, finalement, si je revenais aujourd'hui, je réagirais pas de la même façon. Et en fait, ce problème d'hésitation, entre guillemets, ou de doute, ou de rumeur, etc., autour du coach, un vestiaire, il vit bien, après ça, c'est sa vie à lui, et après, il vit au travers des résultats. Tant que les résultats vont, entre guillemets, on n'a pas forcément de remise en cause du coach, et notamment, par exemple, pour ceux qui jouent moins. Vous avez remarqué que souvent, quand les résultats tournent, vous n'entendez pas les remplaçants dire « ouais, je veux du temps de jeu, etc. » parce qu'ils ne sont pas en position de le demander. Les résultats tournent, qu'est-ce que tu vas aller voir le coach? Lui dire change ton équipe pour me faire jouer alors que tu gagnes tous tes matchs? Ben non. Donc, par contre, tout ce qui se passe là, à la moindre étincelle, au moindre truc, il y a de grandes chances que ça explose parce que les joueurs, très facilement, vont dire au coach mais de toute façon, tu n'avais même pas envie de rester. Et je vous le dis, hein, c'est pas, je dis pas ça en me plaçant, moi je connais, etc. C'est pour l'avoir vécu, pour connaître de nombreux joueurs pros qui te disent, tu vois, comme l'histoire il y a le vestiaire qui lâche le coach, on a du mal à y croire, nous, en voyant ça en dehors, de se dire, comment tu peux être payé pour jouer au foot et aller sur un terrain en te disant, je vais mal jouer aujourd'hui, ou en tout cas, je vais pas faire les efforts pour plomber le coach. Mais ça existe. Voilà, c'est réel, c'est pas quelque chose d'inventé. Donc,
Le problème de ça, c'est que si la saison, elle ne démarre pas au top, ben, très vite, en fait, il peut y avoir cette tension en disant « Ouais, mais de toute façon, tu n'étais pas appliqué, tu n'avais pas envie de rester, si tu avais pu aller à Tottenham, tu irais. » Malheureusement, c'est des choses qui doivent exister. Et c'est pour ça que la communication, elle est importante aujourd'hui. Parce que, Vincent le dit, c'est vrai, aujourd'hui, les joueurs sont en sélection, mais ils ne sont pas déconnectés de leur club. Parce que, par exemple, quand on se rappelle de ce qu'a dit, encore une fois, on n'invente rien, ce qu'a dit Mbappé sur ce qu'il veut apporter à la Ligue 1, mais aussi sur sa vision du club, de voir que le club avance. Juste pour remettre dans le contexte, Yacine, c'est lors d'une interview pour le magazine Esquire où il dit il se sent responsable de la valorisation de la Ligue 1. C'est Voilà. à peu près les termes qu'il a choisis. Hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous disent Mbappé, il s'en fout, la Ligue 1, etc., arrêtez de dire que la Ligue 1, c'est plus faible que les autres. Mbappé le dit lui-même, que la visibilité, elle sera plus importante ailleurs. Voilà. Que pour l'instant, il se sent le rôle de rester en Ligue 1 parce qu'il veut aussi rendre, en gros, à la Ligue 1, à la France, de redorer tout ça. Mais en gros, dans sa tête, il sait très bien que la visibilité, il l'aura ailleurs. Donc, encore une fois, on n'a rien inventé. Donc, bref, pour finir sur tout ça, c'est que un vestiaire, c'est hyper fragile. Voilà. Quand tout va bien, tu as l'impression qu'il peut tout arriver, ça tiendra. Par contre, la moindre étincelle, la moindre erreur de com, et le PSG est bien passé pour le savoir, puisqu'une partie des tensions qui existent avec Leonardo, elles viennent d'où? Elles viennent d'une histoire, enfin, elles viennent de plusieurs choses, mais elle a véritablement explosé le soir d'un anniversaire où Leonardo est venu faire la morale et que ça a éclaté. Parce que vous voyez bien que, et pourtant le PSG était champion à ce moment-là, était qualifié pour le Final 8, ou en tout cas se dirigeait puisque c'était entre les deux matchs de Dortmund. Là, c'était la saison dernière, il faut recontextualiser, voilà. C'était avec Thomas Tuchel, et juste pour recontextualiser, entre les deux tours, il y a eu l'anniversaire de Cavani, Navas qu'ils avaient fêté en même temps. Des vidéos avaient fuité un peu sur les réseaux sociaux où ils avaient l'air un peu éméchés, alors qu'ils avaient quand même, il y avait une grosse échéance. Voilà, c'était, je sais plus, c'était 8e de finale ou c'était en phase de oui, 8e de finale, le retour à Dortmund. Le retour, voilà, c'est ça, pardon. Et que le PSG est en mauvaise posture et que selon Leonardo, c'était pas du tout la bonne image à donner du club et il les a réunis le lendemain de l'anniversaire au Camp des Loges. Ça a beaucoup chauffé et notamment avec Keylor Navas et ils ont failli en venir aux mains, Leonardo et Keylor Navas. Et c'est vrai qu'après cette histoire-là, il y a eu une vraie défiance entre le vestiaire et Leonardo. Et d'ailleurs, je l'avais déjà raconté cette anecdote, lorsqu'ils se qualifient face à Dortmund, ils sont tous sur le rond central, au Parc des Princes, ils font tournoyer leur maillot et ils regardent en direction de la tribune. Et le regard était pour Leonardo. En gros, c'était voilà, tu nous as cassé les pieds, pour pas dire autre chose. On s'est qualifié, on a fait la fête, mais on est quand même des joueurs sérieux. Et on s'est qualifié. Et c'est vrai que Keylor Navas l'avait très très mal pris, parce qu'il est trentenaire, hein, il est trentenaire et plus, Keylor Navas. Et le fait de voir un directeur sportif lui reprocher une sorte de non-professionnalisme, il venait de gagner 3 Ligues des Champions, voilà, père de famille, etc. On peut comprendre. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite méfiance de certains, alors je ne dis pas de tous les joueurs, hein, certains joueurs envers Leonardo, parmi lesquels en premier, on peut citer Neymar, mais lui, c'est à cause du faux départ à Barcelone. Donc ne pensez pas que Leonardo a une bonne image auprès de la majorité des joueurs. Et là, je referme la parenthèse. Vas-y, Vincent. En même temps, Leonardo, il fait son job. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que le problème, c'est qu'ils aient fait la fête. Le problème, c'est qu'ils doivent gérer leur communication et qu'à ce niveau-là, lui, il doit veiller à ce que ce genre d'informations ne circule pas. Et je pense qu'à ce niveau-là, par exemple, sur Neymar, je pense que le problème de Neymar cette saison, c'est qu'il a fait peu de matchs. Mais en termes de comportement, je trouve que le comportement de Neymar, il y a beaucoup moins de choses à dire sur lui de façon négative qu'il y a eu avant le retour de Leonardo. Il y a plus je pars faire l'anniversaire de ma sœur, etc. Donc, il est un directeur sportif ne peut pas être que papa poule, il peut être aussi père fouettard et quelque part c'est aussi son rôle, ce qui permet au coach de bien travailler, non, Yacine, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais en fait, ce que j'explique, c'est que Leonardo, il a ce qu'il fait. Rapide, puis après, je vais aller voir Samy, parce que j'ai pas encore eu son avis sur les joueurs. Ce que fait Leonardo, il n'y a pas de problème. C'est son rôle, c'est son travail, et il n'y a pas de problème. Ce que j'explique, en fait, c'est que les étincelles, elles peuvent très vite venir et faire dégoupiller le truc. Et je donne un dernier exemple.
quand Marquinhos joue au milieu, au départ, Paris n'a pas de milieu défensif, etc. Le vestiaire, il l'accepte entre guillemets parce qu'il y a Kimpembe, etc. Mais rappelez-vous que quand Danilo arrive, l'interview de Marquinhos après Leipzig, elle est très significative de, en gros, le coach, il abuse là. Il y a Danilo et il y a moi, et il met Danilo derrière et moi au milieu. Et en fait, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que toutes ces petites choses, un vestiaire, il est avec son coach, mais ça peut très vite déraper. Et cette rumeur qui ne s'éteint pas, elle peut laisser des traces. Voilà, en fonction de ce qui se passera. Après, comme d'habitude, Pochettino, il démarre la saison avec 14 victoires d'affilée. Tout le monde va oublier. Hein. Mais s'il y a 2 défaites sur les 4 premiers matchs, tu verras que ça va vite sortir. Et notamment les supporters qui nous reprochent aujourd'hui de parler de ça, qui vont être les premiers à dire bah ouais, mais il voulait partir. Il n'en a rien à foutre, il voulait partir. Donc, on met en fait quelque chose, une ambiance qui va être pesante dès le début pour rien du tout. Alors que tu communiques tout de suite, tu règles les choses et c'est fini. Samy, toi, sur l'éventuel impact que ça pourra avoir sur le début de saison si Pochettino reste, est-ce que tu penses que ça peut déstabiliser certains joueurs? Est-ce que certains joueurs peuvent se dire bon bah il a voulu partir, il n'est pas très investi, est-ce que nous on va se battre pour un coach qui a voulu nous abandonner au bout de 6 mois, ou ça reste quand même des joueurs professionnels et le seul objectif c'est de gagner, Samy? Bah après, j'entends parfaitement ce que dit Yacine, ça se tient, ça peut se révéler vrai, je pense que dans certaines situations. Maintenant, je pense que honnêtement, il y a tellement de choses et de conditions qui peuvent justement faire imploser un vestiaire que celle-ci, pour moi, c'est pas, enfin, ça me semble pas être la plus grosse. Vous savez, il peut se passer plein de choses. Même là, par exemple, si la France gagne l'Euro et que, je sais pas moi, Neymar gagne la Copa América avec le Brésil, ça peut aussi changer parfois des choses dans les têtes des joueurs. On sait, c'est des cycles qui se refont. Enfin, il y a plein de conditions qui peuvent impacter un joueur. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut peut-être les limiter. Oui, bien sûr. Ah oui, bah là, on est entièrement d'accord. Mais je veux dire que je suis pas sûr que ce soit le seul levier qui va déstabiliser le vestiaire. Et tu l'as très bien dit. Il suffit d'une bonne série de victoires. Il suffit. Après, moi, je pense que dans le relationnel, en tout cas de ce qu'on voit dans la gestuelle, dans les rapports, j'ai l'impression que Pochettino, il s'entend, mais à ce moment-là, parfaitement avec ses joueurs. Et en plus, il est connu de ça. Il est coutumier du fait. C'est un entraîneur qui est proche de son effectif. Donc aujourd'hui, tu as parlé justement des antécédents entre Leonardo et une partie de l'effectif. Aujourd'hui, celui qui pour moi est le plus à mal vis-à-vis des joueurs, c'est plus Leonardo. Moi, je reste. On va faire un débat sur Leonardo, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Samy. On va se poser la question finalement, est-ce que le problème c'est peut-être pas Leonardo? Et je te laisse parler. Je donnerai moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine évolution du discours là ces derniers jours aussi, comme quoi ça commençait un petit peu en interne à se poser des questions. C'est pas quand même le premier clash entre Leonardo et des joueurs. On en avait parlé dans le dernier podcast. Et on vient pas sur le fait il a eu raison ou pas raison de le faire. Vincent en a très bien parlé. Yacine aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il doit être sévère. À lui de juger. Enfin, tu ne parles pas de la même manière à Draxler qu'à Navas. Tu l'as très bien dit. Donc peut-être que là, lui, c'est à lui de gérer sa communication. Mais je sens, je sais pas. Après, c'est un ressenti. Je sens Leonardo en tout cas plus affaibli ces derniers jours qu'auparavant. Sincèrement, en avril, mars, je le sentais bien puissant, mais là, depuis ces derniers jours, il y a eu, vous pourrez regarder certains tweetos un peu influenceurs qui ont parlé aussi sur Leonardo. Il y a des langues qui se sont déliées, et je ne sais pas, j'ai l'impression que voilà, il y a une petite épée de Damoclès qui commence à se former tout doucement au-dessus de la tête de Leonardo, et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément celui qu'on estimait partir il y a encore 2 semaines qui sera là, qui ne sera plus là en août. Donc voilà, je trouve que la limite, voilà, c'est un jeu de dames, le football aussi. Hein. C'est un jeu entre, voilà, ils sont en train de voir où va se situer l'aiguille. Pour le moment, je suis plus si certain que c'est Pochettino qui est en ligne de mire. Alors, voir un jeu d'échecs. Jeu d'échecs, encore mieux. Vincent, je te donne la parole justement sur le cas de Leonardo. Oui. Quand il revient en 2019, on a l'impression que c'est le retour du Messi et que la majorité des supporters du Paris Saint-Germain étaient très heureux de retrouver Leonardo parce qu'ils avaient en mémoire le premier mercato qu'il avait fait, qui a construit un peu l'équipe sous QSI. Est-ce que, parce que tout à l'heure tu disais que à Doha on avait du mal un peu à se séparer, voilà, on n'aime pas trop couper les têtes, mais est-ce que dans ce cas précis, vu que c'est Doha qui a choisi Pochettino, est-ce que ils avaient déjà sacrifié Antero Henrique quand ils avaient choisi Tuchel et que ça se passait mal?
Est-ce que ça peut de nouveau arriver avec Leonardo, selon toi, Vincent? Alors, moi, QSI, enfin du moins le Qatar, est arrivé à la tête d'un club avec une ambition européenne très forte en 2011. Est-ce qu'ils ont fait un sans faute? Bien évidemment non, ils ont fait des erreurs, mais ils ont fait progresser le club, ils le font progresser sportivement au niveau des infrastructures, etc. Et en faisant des erreurs, je pense qu'ils apprennent de leurs erreurs, ils essayent de ne pas les reproduire. Et donc, je pense qu'une des erreurs, c'était de ne pas réellement remplacer Leonardo quand ils s'en sont séparés la première fois. C'est-à-dire qu'on a eu une période sans réellement de directeur sportif en tant que tel, avec Jean-Claude Blanc qui est intervenu, alors que il est très compétent, c'est pas le propos, sauf que c'est pas un directeur sportif, c'est pas un acteur c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, voilà. Et je pense qu'ils ont retenu cette leçon-là. Antero Henrique, c'est un peu particulier parce que Antero Henrique, je pense que c'est un directeur sportif super bon pour vendre, alors que le PSG est un club qui est un club acheteur. Et que le retour de Leonardo ne peut pas être comparé au Leonardo 1 qui a eu les mains libres pour acheter tout ce qu'il voulait. Et là, il est arrivé dans un contexte de fair play financier puis de crise Covid. Donc on est sur des mercatos qui sont compliqués. Pour autant, il a fait des super coups comme Navas, comme Keane, et puis il a fait aussi des erreurs. Navas, je le répète sans cesse, Navas c'est Antero Henrique, hein, c'est pas Leonardo, Vincent. Ouais, c'est Leonardo qui le signe, mais c'est Antero Henrique qui fait tout, quoi. Oui, en fait, il s'est négocié bien en amont, et lorsque Leonardo revient, le dossier est bouclé, il est sur la table, à lui de le valider ou pas. Il le valide, mais c'est Antero Henrique qui fait tout le boulot. Il aurait eu tort de ne pas le valider. Et il l'a validé. Juste pour préciser, lui voulait Donnarumma. On parle ces derniers temps d'une piste de Donnarumma. Lui voulait Donnarumma. À l'époque, il était encore sous contrat à Milan, et le Milan était très gourmand, il en voulait beaucoup. C'est pour ça aussi qu'il a abandonné la piste. Et je te laisse finir, Vincent. En tout cas, ce sujet de... moi, je crois que en dehors de ce mercato qui est agité, qui peut partir un peu dans tous les sens, je crois que c'est intéressant d'avoir un good cop, bad cop, et que ce soit Emery, Tourelle ou Pochettino, ils ont le côté, ils ont recherché, tous ces trois coachs-là ont recherché une vraie proximité avec les joueurs, une vraie proximité, un vrai lien, et que du coup, c'est bien d'avoir un pendant qui tranche. Je pense aussi que il a réussi. Après, on peut discuter du débat. Est-ce que Neymar avait vraiment d'autres alternatives? En tout cas, il a réussi à prolonger Neymar, qui était un sujet qui était très important pour le club et pour Doha. Et que, alors là aussi, le contexte, à mon avis, peut être favorable, mais il y a le dossier Mbappé sur le bureau. Et que je suis pas sûr que de faire tourner les têtes actuellement soit une super idée pour le conserver s'il peut être conservé. Donc je pense qu'il y a du pour et du contre à chaque fois, mais j'ai quand même plutôt tendance à miser sur un statu quo et sur un attelage qui, comme disait Yacine ou Samy, si les résultats sont là, finalement tout le monde appréciera de travailler ensemble. Alors, avant de te donner la parole, Yacine, juste une précision sur Leonardo. Je l'avais déjà écrit, je l'avais déjà dit dans le podcast. Notamment l'année dernière, après la fameuse dispute au camp des loges avec certains joueurs et Keylor Navas, il avait dit à son entourage, c'était revenu, et c'est connu dans le milieu médiatique, même si personne n'en parle, hein, c'est pas un scoop, parce que tout le monde le sait. Il a souvent répété que de toute façon, lui, c'est des cycles de 2 ans, et que au bout déjà d'une première année au PSG, ça commençait déjà à le fatiguer, et que c'était une éventualité qu'il parte dès cette saison, c'est-à-dire au bout de sa deuxième année. Et quand tu prends la carrière de dirigeant de Leonardo, il n'est jamais resté plus de 2 ans en place. Il y a même eu un accident industriel en Turquie où il est vraiment resté à peine quelques mois. Donc voilà, ça c'était pour remettre en perspective. Yacine, toi, sur la responsabilité de Leonardo et sur sa possibilité de départ, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu penses que c'est une possibilité qu'il quitte cet été et que Pochettino finalement reste? Oui, parce que, alors déjà, on en avait parlé en décembre. À un moment, Tourelle, on avait dit, Leonardo, il prépare en tout cas, c'est les infos qu'on avait,
un beau mercato avec des coups et partir sur cette note-là. Voilà. C'était les infos qu'on avait. En gros, je vais faire un beau mercato, je vais vous remettre une équipe en place et je vais partir. Voilà. Et comme tu l'as dit, ça rejoint tout ce qu'on dit sur son passage en tant que dirigeant, que ce soit au Milan, que ce soit à l'Inter, que ce soit où vous voulez. Il reste pas longtemps, voilà, parce que plein de choses, parce que déjà il travaille tout seul. Et dans un club, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui travaille tout seul avec qui tu ne peux pas forcément échanger, etc. Il faut savoir que même s'il travaille bien, à un moment donné, ça pèse sur tout le monde. Bref. Il y a plein de choses. Moi, je suis ni pro ni anti Leonardo. Je juge juste les faits. Il y a le côté communicant. Effectivement, il vient parler à peu près quand il faut. Il a les mots, il a le body language qui va bien, le sourire, etc. Et là-dessus, il n'y a rien à dire et c'est aussi pour ça qu'il endort beaucoup de monde. Mais il ne fait pas que des choses bien, ni dans le recrutement, ni dans sa communication quand on l'analyse réellement. Après, moi, je pense que je reste sur l'idée qu'il prépare son mercato, parce qu'il va aller au bout du mercato, parce que de toute façon, aujourd'hui, le PSG n'a aucun intérêt à se séparer de son directeur sportif. En 2013, Yacine, c'était ça. Il quitte le PSG en ayant fait Cavani, Marquinhos, il me semble. Ouais. Et ensuite, il part. Voilà, parce que tu peux pas de toute façon te séparer de maintenant. C'est-à-dire qu'il fallait t'en séparer en janvier à la limite. Maintenant, c'est trop tard. Donc, il va faire son mercato et peut-être pas rester. Ça peut être un bon point pour Pochettino. Moi, je pense que de toute façon, on arrive à une période, et quand on voit l'exemple de Conte aussi, on arrive en fait dans un milieu du football où les coachs ne veulent plus être en première ligne et subir les conséquences des erreurs des autres. Je m'explique. Quel que soit le recrutement, à un moment donné, les matchs tous les week-ends, qui est jugé? Les joueurs, les coachs. Voilà. Donc, le directeur sportif, à un moment donné, il fait son. Là, on va parler de Leonardo jusqu'au 30 juillet, 30 août, fin du mercato. Mais le 19 septembre, quand Paris ira à Lens perdre 1-0, on va s'en prendre à Pochettino. Bah oui. Donc, les coachs en ont marre de ça. Et la réaction de Conte à l'Inter, c'est exactement ça. Ah, vous voulez vendre, vous allez m'affaiblir. Je ne sais pas qui je peux recruter, mais moi, je ne reste pas. Parce que le premier qui va se faire dégommer, c'est moi. Donc, on arrive dans une période aussi où les coachs, on a un peu marre, l'exemple de Zidane aussi, d'être menacé à chaque défaite. Parce qu'en plus, on est quand même dans un football qui est compliqué. Il y a eu une période où les gros clubs écrasaient les petits et finalement, ça luttait entre gros clubs. Aujourd'hui, un gros club, il peut aller regarder la Juve. La Juve a failli ne pas faire la Ligue des Champions. Donc, les coachs en ont marre de tout ça aussi. Donc, en gros, ils veulent être un peu maîtres du mercato. Et là, on en revient au fonctionnement et je pense qu'il faut, pour le PSG, pour son évolution, pour sa progression, écouter, quoi qu'il arrive, tout ce qui s'est dit sur les derniers entraîneurs, arrêter de le prendre comme de l'aigreur, de la vengeance, et se dire à un moment donné, si ces entraîneurs disent des choses là-dessus, c'est qu'il y a, et qu'ils le répètent tous, c'est qu'on doit quand même se poser la question de notre fonctionnement. Et on en avait parlé souvent, il y a deux fonctionnements. Il y a le fonctionnement directeur sportif qui recrute, qui parle avec son coach, mais qui échange, mais qui ne va pas aller dans le sens de son coach jusqu'au bout, dans le sens où, on va donner deux exemples vite fait, Hakimi ou Klose. Il y a peut-être que Pochettino veut Klose, Leonardo veut Hakimi. Leonardo va mettre le paquet sur Hakimi, peu importe l'avis de Pochettino. Et il y a l'autre, c'est de dire, voilà les profils qu'on a, qui correspondent à ce qu'on veut faire et ce que tu veux, qui tu veux en numéro 1, numéro 2, numéro 3, et nous, après, on s'adapte au marché. Ça, c'est Ça, c'est le fonctionnement Monchi à Séville. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, moi, je l'ai toujours dit, et c'est là où je soutiens le directeur sportif, par contre, c'est que à un moment donné, le coach, on sait que c'est infusible. On sait qu'il peut partir pour plein de raisons. Il peut sauter à cause des résultats. S'il fait le mercato, si c'est lui qui décide de qui il fait jouer, tu t'en sépares parce que tu finis 3e du championnat. Mais le coach qui arrive après, il a le mercato de l'entraîneur. Quand c'est un directeur sportif, et c'est là où on en revient à l'idée de durer, si c'est un directeur sportif qui dure, il fait le mercato en fonction du club, de la vision du club, et il prend le coach qui va s'adapter à ce mercato-là, ou en tout cas à cet effectif-là. Et c'est deux visions qui sont totalement différentes. Et c'est pour ça que je dis que le PSG, pour sa progression, c'est pas une critique envers le PSG. C'est de se dire à un moment donné, si tout le monde nous répète, les gens qui quittent le club nous répètent qu'il y a un problème dans ce fonctionnement, il faut peut-être réfléchir à une évolution. Pas une révolution, une évolution. Voilà.
Samy, pour faire une comparaison avec le PSG, le club qui lui ressemble le plus, on va dire, c'est Manchester City. Et on sait qu'à Manchester City, il y a un duo qui fonctionne bien, mais j'arrive jamais à dire son nom, Tichy Bernstein. Tichy Beckerenstein, voilà, qui marche main dans la main avec Guardiola. Au PSG, ça se passe pas vraiment comme ça. Est-ce que toi aussi, tu en as parlé rapidement de Leonardo tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, ça peut être le fusible cet été, Leonardo, Samy? Moi, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on sent un petit peu le vent tourner. Pour ce qui est de la comparaison avec City, oui, ce serait bien, comme tu l'as dit. Par rapport aux États, hein, c'est pour ça que je. Ah oui, parce que par rapport aux États derrière un club de foot. Quoi. D'accord, parce que par rapport au mode de fonctionnement, au contraire, eux, ils ont créé une galaxie philosophique avec. C'est intéressant de le. Ah oui. Ah non, mais ce que eux ont fait, qu'on aime ou pas Guardiola, c'est assez extraordinaire. C'est carrément. Ça, juste deux secondes. Le parallèle entre les deux clubs, c'est que tu as un club d'un côté, le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup misé sur l'image, l'internationalisation du club, le marketing. Et de l'autre côté, tu as Manchester City qui a l'impression qu'il a moins bossé sur cette partie-là. Par contre, sur le plan sportif, qui a créé, j'allais dire un empire, mais comme tu l'as dit, une vraie galaxie. Oui, avec un système d'entraînement propre à tous leurs clubs satellites et tout, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. On sent qu'il y a eu quand même qu'ils ont bossé derrière, tu vois, qu'il y a un vrai travail et ils ont misé. Après, je pense que c'est différent, ils ont misé sur une personnalité ancrée dans le football qui avait une vraie idée de jeu et ils l'ont développé. Ils ont utilisé Guardiola justement et ses compétences pour faire ça. Après, je suis pas sûr qu'il y ait 10 000 Guardiola disponibles sur la planète foot. Donc, je pense que c'est un concept, un contexte particulier. Mais c'est clair que cette façon de faire aurait été fort appréciable au PSG. Pour ce qui est de Leonardo, moi je suis d'accord avec ce que disait Yacine. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de situation idéale parce que c'est souvent au final un problème d'homme. Parce qu'on peut te dire bon bah si le directeur sportif part avec son coach, normalement ça devrait le faire. Bah en France, proche de nous, on a l'exemple Juninho Silvinho, qui a été un échec catastrophique, alors que là c'est exactement le concept du directeur sportif qui vient avec son coach, ses idées, donc qui a tout choisi. Normalement ça doit marcher, ça a pété au bout de quoi, 5 matchs, 6 matchs. Il faut quand même préciser que c'était un coach novice qui n'avait jamais entraîné de club pro. Il a été adjoint en sélection, mais il n'a jamais entraîné de club pro. Oui, il prenait un risque, mais c'était le choix du directeur sportif. C'est-à-dire que c'était deux hommes qui s'appréciaient, donc on voit que ça peut parfois ne pas marcher. Et j'ai un autre exemple en France où on a Paul Mitchell qui travaille avec Kovac, qui n'a pas forcément choisi. D'ailleurs, il y a une très belle interview de Mitchell dans l'équipe où justement il avoue qu'il connaissait pas forcément Kovac, qu'il n'avait pas travaillé avec lui auparavant, mais que voilà, l'entente s'est créée et que voilà, ils ont pu progresser, développer. Ils lui ont dit est-ce que vous voulez le virer pour les prochaines échéances? Et lui a dit non, pour le moment on travaille bien ensemble. Donc je pense sincèrement que c'est une histoire d'homme. C'est une histoire d'homme. Il n'y a pas de situation idéale aujourd'hui dans le football. Il n'y a pas de ticket de directeur sportif entraîneur ou Monchi ça a marché à Séville, mais peut-être que si tu et je trouve que ton idée d'avoir un directeur sportif qui fait ça pour le club, peut-être que ça échouera à Paris aussi. On n'en est pas certain. D'ailleurs, ça a échoué à la Roma. Voilà, exactement. Ils ont essayé. Donc voilà, quand tu essayes parfois d'exporter des ailleurs je pense que chaque club a son contexte et surtout, je pense sincèrement qu'au final, c'est une histoire d'homme aujourd'hui et on fait face à ça. On fait face à ça malheureusement. Donc oui, Leonardo fusible actuellement. Moi, je te dis, c'est le sens de l'histoire actuellement. Je sens que voilà, ça a tourné un peu et je suis plus si certain que Leonardo soit un intouchable au Paris Saint-Germain. Après, je te dis pas que ça va partir en pugilat, des insultes ou autre. Comme tu l'as dit, ce que vous avez dit, le fait que voilà, il puisse partir sur un mercato choc, tenez, c'est bon et je pars. Bah moi, ça m'étonnerait pas. Et comme tu l'as dit, il l'a déjà fait. Comme ça, les deux garderont la face. Paris sera content parce qu'ils auront eu un très bon mercato. Et Leonardo, voilà, aura le sentiment du devoir accompli et ne se sentira pas expulsé du club. Ça peut aussi se dérouler comme ça. Moi, c'est plutôt cette option-là que je privilégie aujourd'hui. Et après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu te sépares de ton directeur sportif, qui te sert quand même principalement durant les périodes de mercato, eh ben, tu as 4-5 mois pour essayer de rebondir et essayer de repartir sur un projet avec un directeur sportif qui, cette fois-ci, apprécierait Pochettino. Vincent, sur le parallèle avec Manchester City, parce que ça c'est vraiment ta spécialité un peu, est-ce que ces deux clubs sont comparables juste par le fait qu'il y a deux États derrière?
Mais on a quand même l'impression, je le redis, et peut-être que tu pourras apporter un peu plus d'eau à mon moulin, que le PSG a privilégié le côté international, le marketing pour avoir une plus forte visibilité qu'à leur arrivée en 2010. Et on a l'impression que de l'autre côté, à City, on a moins privilégié le marketing, l'internationalisation, etc. Et plus le côté football, galaxie avec des clubs satellites, etc. Et une philosophie de jeu aussi. Alors, déjà sur le modèle de l'organisation, je suis d'accord sur les deux sont comparables et sont différents à la fois. Mais je rejoins Yacine sur le modèle idéal, c'est-à-dire avoir un directeur sportif qui est dur, parce que c'est lui qui va incarner la culture et la volonté du jeu. Moi, je me rappelle avoir eu comme prof le directeur de la commission financière, le président de la commission financière du Barça dans les années 90, et qui expliquait, quand c'était Van Gaal le coach, que Van Gaal faisait sa liste de courses non pas en tant que nom de joueur, mais en tant que profil, que la cellule recrutement lui sortait une longue liste de joueurs, lui tiquait, et après la cellule faisait les négos. Et donc le coach ne demandait pas un joueur, mais demandait un profil. Et derrière, c'était eux qui négociaient. Donc ça, c'est un modèle très intéressant, mais qui se heurte à un point, et je vais arriver sur le comparatif entre City et le PSG, qui se heurte à un point, c'est que on avait beaucoup plus, ou les clubs avaient beaucoup plus de temps dans les années 90 qu'aujourd'hui. Tout va beaucoup plus vite et le niveau de pression est beaucoup plus important. Et c'est la vraie différence entre City et le PSG, c'est que quand Dubaï rachète City, c'est un club qui a une pression médiatique beaucoup moins forte que Paris. C'est-à-dire que City, quand le club est racheté, s'ils ne sont pas champions tout de suite, tout le monde s'en fout, puisque personne n'attend City. Il y a United, c'est surtout ça, là. Le problème du PSG, c'est que le PSG n'a jamais le temps. C'est-à-dire que, quel est le problème pour Emery, pour Tourelle, Tourelle, quand il arrive, tout se passe super bien jusqu'à l'élimination contre United. S'il n'y avait pas eu cette élimination par rapport à United, il aurait certainement perdu moins pied, il aurait peut-être été moins remis en cause. Mais à Paris, comme on a en France beaucoup moins de grands clubs que nos voisins, que c'est un seul club de la capitale et donc tout le monde a les yeux rivés dessus, le niveau de pression est terriblement fort. Et donc le modèle présenté par Yacine, qui à mon avis est le bon, est difficile à mettre en place parce qu'il faudrait installer une direction sportive durable. Pas sur 1 an, pas sur 2 ans, pas sur 3 ans, mais sur 5, 10 ans. Et c'est ça qui manque aujourd'hui au PSG. Et du coup, le PSG a eu beaucoup plus de temps pour développer sa marque. Et donc, il y a eu un travail sur le marketing qui a été très puissant, plus que sur City. Et City a eu plus de temps pour développer un modèle sportif. Parce qu'ils ont eu beaucoup moins de pression et après, ils sont allés chercher un super coach. Mais sincèrement, Guardiola, il est là depuis quoi, 5-6 ans? 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans. Voilà. Si Emery, Tourelle ou Pochettino avaient 5 ans devant eux au niveau du PSG, on peut. Et encore, Tourelle, il a fait une finale. Hein. Alors, juste pour compléter ce que tu dis, et je te donne la parole après Yacine, sur Manchester City et la pression, qui aurait moins de pression que le PSG, c'est d'une part parce que aussi le titre de champion de Première Ligue est très très important aux yeux des supporters anglais, qui parfois le mettent au-dessus de la Ligue des Champions, et que peut-être l'erreur du Paris Saint-Germain, c'est que dès qu'ils sont arrivés, ils ont tout de suite parlé de l'objectif Ligue des Champions. Donc ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Évidemment. Sincèrement, tu ne peux pas arriver en rachetant un club comme le PSG en disant mon objectif c'est de gagner la Coupe de la Ligue. Exactement. Ils n'avaient pas le choix. En revanche, c'est le reflet. Ça doit nous interroger sur comment on voit et on vit le football en France. Tu voulais ajouter un mot, Yacine? Et après, on passe à l'autre débat. Deux petites choses. Guardiola. Je pense que 5 ans au PSG, s'il ne gagne pas avec des champions, je vous annonce que nous, on le détruit. Il faut que ce soit clair. Guardiola ou pas Guardiola. Non, il y a une chose qu'il faut préciser entre City et le PSG qui est très importante. Je pense que Vincent sera d'accord avec moi. Il y a une chose, les clubs satellites. Le PSG a toujours réfléchi à faire ça. Oui. Il n'a pas réussi à le mettre en place. Alors ça, c'est peut-être un problème aussi d'organisation, etc.
Mais par contre, il y a une chose essentielle. Pourquoi City peut aussi moins se baser sur le développement de la marque que sur le sportif? Parce qu'il ne faut pas oublier que je donne juste un chiffre et après vous accumulez tous les chiffres. City, par exemple, quand ils sont en Angleterre, ils prennent 200 millions de droits télé. Oui, bien Là, sûr. le PSG touche 45. C'est-à-dire que c'est 150 millions. Et on ne parle même pas des impôts et des charges, hein. Mais ces 150 millions, il faut bien les trouver quelque part. Donc, quand le PSG est en train de chercher 150 millions, City sont déjà en train de penser aux sportifs. Donc, ça, c'est aussi très important. Parce que le PSG n'a pas eu le temps. Il y avait des priorités pour avoir un budget pour rentrer dans les clous du fair play financier qui atteignent les 650-700 millions avant de penser aussi aux sportifs. Il fallait en fait allier les deux. Alors que City, l'argent en Angleterre, c'est pas pareil, quoi. Tu as tout à fait raison, Yacine. Alors, un dernier mot, vous trois. Alors, 30 secondes sur le sujet, comme ça, on passera au thème Zidane. Est-ce que, selon vous, toutes ces histoires, cette polémique autour de Pochettino, Leonardo, etc., ça peut avoir une incidence, et Samy, je viens vers toi, sur la prolongation qui est déjà difficile à acter, la prolongation de Kylian Mbappé, Samy, en 30 secondes? Oui, je pense sincèrement que ça n'aide pas forcément Kylian à se décider. Hein. C'est pas non plus des signes positifs que tu envoies à ton joueur quand ça se querelle en interne. Maintenant, après, je pense, si nous on est au courant, lui aussi est au courant que c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus, l'histoire d'amour parfaite entre Leonardo et Pochettino. Donc ça, ils le savent depuis un moment. Je pense les joueurs, ce qui va vraiment déterminer son choix, c'est est-ce que oui ou non l'équipe sera renforcée. Je pense, hein, en tout cas, si on écoute ce que lui dit, lui nous a parlé de compétitivité au niveau de l'équipe. Il a parlé que de ça, il me semble, d'un projet sportif. Si les joueurs arrivent et que l'équipe est renforcée, normalement, s'il est honnête, il devrait prolonger. Donc c'est pas une histoire de Pochettino et Leonardo s'embrouillent à côté. Si l'équipe est là, il devrait prolonger. Donc oui, mais ça peut être un élément dans sa réflexion en tout cas. Ton avis là-dessus, Vincent? Moi, je ne crois pas parce que son sujet, lui comme Neymar, sont pas des joueurs qui, avec tout le respect qu'on doit aux autres clubs, peuvent être tentés par un contrat à Dortmund ou ailleurs. Donc ils ont le nombre de clubs qui peut intéresser ces joueurs-là est limité. C'est vrai. Et un des clubs qui était une des priorités pour Mbappé, c'est le Real, notamment le Real de Zidane. Donc il n'y a plus de Real de Zidane. Il y a encore le Real, ouais, quand même. Mais le Real aujourd'hui, il doit d'abord se défaire d'un sujet qui est la volonté de sanction de l'UEFA. Donc, pile au moment où on se parle, signer au Real, c'est potentiellement prendre un risque. Donc moi, si j'étais Mbappé à son âge, je re-signerais pour 3-4 ans au PSG et je partirais à l'âge de 27 ans, 27-28 ans. J'ai largement le temps d'aller au Real si je veux aller au Real, mais au moment où je parle, il n'y a pas beaucoup de clubs capables de me donner le salaire que je veux et de me donner des équipiers autour de moi pour nourrir une ambition sportive très, très élevée. Sauf être tenté par le climat de munichois, ce qui est un peu particulier. Après, ça dépend. Chacun peut aimer. Il y a des joueurs qui aiment et qui jouent bien, hein, mais il fait un peu froid quand même, non? Un mot rapide, Yacine, même si je connais ton avis là-dessus. Non, moi je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense qu'aujourd'hui, Mbappé il est dans une réflexion plus globale. Il y a deux choses essentielles pour moi. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans 1 an et demi, elle va être en plein milieu de saison. Et il y a ce qui se passe dans les clubs. C'est-à-dire qu'on est dans une période Covid, dans une période économique un peu spéciale, et qu'il a que 22 ans. Il aura 23 ans au mois de décembre. Ce qui veut dire que franchement, il aurait 27 ans ou 26 ans là en ce moment, je t'aurais dit s'en va. Il a 22 ans. Ça veut dire que à la fin de la Coupe du Monde au Qatar, il aura 24 ans, 25 ans entre les deux. C'est l'âge mûr pour partir, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu perds pas non plus, c'est pas un moment charnière encore, tu es encore très jeune. Voilà. Il aurait eu 26 ans aujourd'hui, je t'aurais dit ouais, je pense que c'est fini. Voilà, bon, donc je pense pas que... C'était très bien pour la transition, Vincent, tu parles de Zinedine Zidane, et je vais me tourner vers Samy. Lorsqu'il y a eu les débuts de polémique d'un éventuel départ de Pochettino, il y a eu la rumeur Conte qui pourrait venir le remplacer. Il y a surtout eu le départ de Zinedine Zidane.
Et voilà, il y a eu des débats là-dessus. Je dis pas qu'il y a eu des informations, puisqu'il n'y a pas eu de réelles informations concrètes, mais par contre, beaucoup de médias se sont posé la question de savoir est-ce que Zidane serait compatible avec le PSG et est-ce que ça serait une bonne destination pour lui. Alors, en sachant que ça s'est pas très bien terminé avec le Real, il a écrit une lettre de 3 pages aux socios en se plaignant des médias et aussi du fait qu'on ne les laisse pas travailler. Et là, il parlait directement du président Florentino Pérez. Est-ce que, selon toi, Samy, d'abord d'une, est-ce que ça serait une bonne idée? Là, je parle vraiment en termes au niveau du technicien, du tacticien. Et deuxièmement, est-ce qu'il serait PSG compatible selon toi, Samy? Alors, ça va être compliqué de te répondre de manière objective parce que bon, tu prêches un convaincu. Hein. Là, je te l'annonce honnêtement. Yacine le sait, moi, Zizou Christ, il est là-haut, il a 3 Ligues des Champions, il a une Coupe du Monde, il a un Euro. Donc là, déjà, ça te place le bonhomme sur la table. Mais sans rire, il y a forcément, bien sûr, il y a son palmarès qui parle pour lui, il n'y a aucun problème. Il a réussi à coacher de très très grands joueurs et justement à créer une alchimie et il a réussi à gérer les égos, il n'y a aucun souci. Après, il y a les détracteurs qui vont te sortir que voilà, tactiquement, c'était pas non plus la très grosse révolution, ce que j'entends parfaitement. On va aussi me dire qu'il a connu que l'an et le contexte du Real Madrid, il a fait quand même 20 ans là-bas, c'est sa maison, donc c'est vrai il était peut-être aussi dans des chaussons, ce qui a peut-être aussi facilité les résultats par la suite. Donc oui, il y a des pour et des contre. Maintenant, aujourd'hui, si on me dit que le Paris Saint-Germain peut recruter Zidane, moi bien sûr que j'y vais. Faudrait quand même être fou pour dire non, on veut pas de Zidane, laissez-le, il est pas bon tactiquement, il sait pas. Non, bah oui, aujourd'hui tu prends Zidane. Les Qataris, on sait très bien que les Qataris rêvent, on en parlait la dernière fois, d'un joueur d'origine arabe. C'était un petit peu aussi, de mettre un joueur en avant en figure de proue. Là, tu as quand même le coach ultime qui en plus, ça tombe bien, est d'origine algérienne. Donc, je pense que toutes les cases vertes seraient cochées pour les dirigeants qataris. En tout cas, de leur côté, je suis pas sûr que ce soit un débat tactique ou autre. Zidane, normalement, de par son image, son palmarès, ce qu'il représente dans le foot, tu dois le prendre comme entraîneur. Ensuite, en plus, là, il y a un truc qu'il a dit récemment où, moi, ce que j'aime dans le bonhomme aussi, c'est qu'il est réaliste. Il sait que c'est pas Guardiola, il sait qu'il va pas te faire des compositions tactiques folles. Il est plus proche de Deschamps que de Guardiola, moi. Mais oui, mais il l'a dit là dernièrement, il a dit moi, il y a pas de problème, vous pouvez dire que je suis pas bon tactiquement ou autre, que voilà, je suis pas un génie tactique, je vais pas te sortir des schémas qui vont te torturer l'esprit. Par contre, et ça, il dit moi par contre, je peux inculquer la gagne aux joueurs. Il dit moi j'ai ce truc et ça je le crois, mais alors parfaitement parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été touché par quelque chose, parce que tout ce qui touche se transforme en or, que ce soit dans sa carrière de joueur et sa carrière de coach. Je pense qu'il a cette aura et ce truc qui lui permet de transmettre la gagne à ses joueurs et de transmettre la gagne à un vestiaire. Et je pense que quand même, avec les talents que tu as dans l'effectif parisien, si tu leur donnes un tout petit peu plus de confiance et cette croyance que oui, tu peux aller au bout, tu peux gagner 7-5, qui est quand même l'objectif depuis maintenant presque 10 ans à Paris, ça pourrait être le combo parfait. Alors maintenant, après, comme je l'ai dit, je sais que Maître Yacine va me fumer niveau tactique, et je serai sûrement d'accord avec lui. Mais s'il te plaît, Yacine, laisse une chance quand même. Zizou. Alors, avant de donner la parole à l'intransigeant Yacine Amned, je vais me tourner vers Vincent parce que on sait qu'il y a une histoire entre le Qatar et Zinedine Zidane. Je rappelle que lors de la candidature du Qatar pour le Mondial 2022, c'était un ambassadeur. Des ambassadeurs les plus connus était Zinedine Zidane. Et d'ailleurs, à l'époque, ça faisait polémique sur le montant qu'il avait été payé. Alors, on parlait de 10 millions, certains disaient simplement 1 million. Bref, on sait qu'il y a en tout cas une connexion. Est-ce que selon toi, Vincent, c'est envisageable alors peut-être pas cette année, mais dans les années futures, une collaboration entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain? Tu viens de donner la notion. Moi, je suis pas sûr que Zidane court après un poste de coach juste à la sortie de cette saison. Je pense qu'il en a pas le besoin. Il a son palmarès. Je pense que s'il a lâché le Real, c'est qu'il doit ressortir usé, fatigué.
je le verrais bien ne pas coacher de la saison. Donc, Frédéric Hermel, qui officie sur RMC, que tu connais bien parce que tu interviens souvent sur RMC, lui dit le contraire. Alors, je ne sais pas ce que vaut la parole de Frédéric Hermel. J'aurais tendance à croire si, que je Frédéric sais. Armel est plus proche de Zidane que moi. Ah bon? Mais après, on va vite le savoir. Peut-être que Zidane sera le coach d'un club très, très, très vite. Mais non, moi, j'ai quand même l'impression que ce métier, ce que je disais tout à l'heure, il y a une pression qui est extrêmement forte. Je suis d'accord avec Yacine sur le fait que en permanence, les coachs sont sur le grill, le grill en permanence, et donc c'est usant. Là où on avait des coachs, je pense que des carrières à la Ferguson ou à la Wenger vont être ou à la Giroud qu'on a connu chez nous, vont être de beaucoup plus rares à l'avenir. Déjà 5 ans pour Guardiola, c'est énorme. Hein. Il y a eu Moulin à Angers. Oui, non, mais on en rigole, mais je pense que le monde du football a changé, tout va beaucoup plus vite et quasiment quand tu fais 2 ans ou 3 ans, ça équivaut à 7-8 des décennies passées. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression que Zidane, il a fini sur les rotules nerveusement. Enfin, on avait l'impression physiquement qu'il était affecté. Et je le vois bien prendre une année sabbatique. Mais Vincent, j'aurais plutôt tendance. Ça ne veut pas dire qu'il sera jamais au PSG parce qu'effectivement il y a une vraie proximité avec le Qatar et ça je veux bien. En fait, c'est ça, Vincent. La question c'est est-ce que le Qatar forcément s'est penché sur son cas une fois qu'il a quitté le Real avec la polémique du départ de mais je pense que le Qatar s'est penché sur le cas de Zidane avant qu'il y ait la polémique et qu'il quitte le Real, comme le Qatar voulait Neymar bien avant qu'il ne signe. Donc oui, je pense même que quand il signe Zidane comme ambassadeur, je pense que déjà quelque part il commence à discuter avec lui en disant ça serait bien que tu nous rejoignes un jour. Et dans le un jour, Zidane il est pas si vieux que ça, il a encore du temps pour venir. Moi j'imagine plutôt Zidane après le Real faire une étape par l'équipe de France. Mais ça ne veut pas dire qu'il fera pas une étape par le PSG. En tout cas moi je n'ai pas l'impression que ça sera en 2021. D'accord. Bon, Yacine, t'as entendu ce que t'as dit Samy. Lui, il est persuadé qu'a priori, tu ne verrais pas d'un bon œil l'arrivée de Zinedine Zidane, mais là, c'est le coach Yacine qui parle. Alors, dis-moi tout, Yacine. Est-ce que toi, si on prend les qualités intrinsèques de coach, d'entraîneur et de son passage au Real Madrid, de ce que tu as vu du jeu développé par Zidane avec son équipe, qui, je rappelle d'ailleurs, avait très peu modifié pendant 3 ans, son équipe, il avait joué toujours avec les mêmes. Est-ce que selon toi, tactiquement, sportivement, pour le PSG, ça serait une bonne chose, Yacine, ou toi, tu rêverais d'un coach à la Guardiola? Alors, si on parle de jeu et de contenu, évidemment que non. moi, je regarde le Real, je suis désolé, mais à part les individualités qui éclairent le jeu, comme Benzema, comme Modric, globalement, dans les matchs du Real, je me suis jamais extasié, j'ai jamais vu des choses. Voilà. Maintenant, si on parle en termes de résultats, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as gagné 3 Ligues des Champions, 2 championnats d'Espagne, et tu vas expliquer quoi? Donc, en fait, c'est tout. À chaque fois, c'est de trouver le juste milieu entre ce que tu veux. Est-ce que réellement le Qatar veut absolument gagner, ou est-ce que l'image que tu renvoies dans le jeu, dans le bling-bling, dans le spectacle, etc., c'est aussi important. Voilà, ça, c'est la base. C'est pour ça qu'aussi, on avait cette discussion sur Allegri. Voilà, moi, je ne suis pas arrêté sur le nom au départ. En termes de jeu, Allegri, on s'est posé les mêmes questions. Est-ce que réellement, il est capable d'amener ce que veulent les Qataris pour le PSG en termes de jeu, etc. Voilà. Mais tu dis ça, mais au Real, c'est pareil, Yacine. Tout le monde sait que la politique du Real, c'est aussi faire du beau jeu, etc. Et pourtant, Zidane, tu l'as dit, je suis plutôt d'accord avec toi, a eu des résultats avec Madrid, mais en termes de spectacle, est-ce qu'il a ravi les socios du Real lorsqu'ils étaient au Bernabéu? En fait, il y a eu parfois du beau jeu quand même. C'était pas non plus. Il y a eu des bons matchs. Non, bien sûr, il y a eu des bons matchs. Mais en fait, le problème du Real, c'est qu'il faut toujours analyser le contexte. Le Real, par exemple, qui sort d'une période de domination du Barça, n'est pas dans le spectacle. Il est pour récupérer des titres, pour repasser devant le Barça. Par contre, maintenant, la preuve, il a quand même été en demi-finale de Ligue des Champions
Il a fini 2e de Liga à la dernière journée, c'est-à-dire qu'il pouvait encore être champion à la dernière journée. Et pourtant, il a été menacé. Parce qu'en fait, quand il fait gagner les Ligues des Champions, etc., qu'il prend un titre dans les 3 ans, on est dans une sortie de domination du Barça qui dure jusqu'à 2015, à peu près 2016. Et donc, le Real a besoin de réexister. Parce que Mourinho n'a pris qu'un titre dans sa période au Real. Donc, il a besoin de réexister. Il faut jamais, en fait, le Real, tu ne peux pas l'analyser que comme le Real. Il y a une rivalité avec le Barça qui est très importante. Et le Barça, c'est pareil cette année. C'est-à-dire que le Barça, si le Real est champion, je peux te dire que le mercato du Barça, c'est pas le même que ce qu'il est là. Parce que il faut repasser devant le Real. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a l'histoire des résultats. Après, il y a ce qu'est Zidane. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que Zidane coche toutes les cases du Qatar. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas à tourner autour du pot. Il coche toutes les cases. Et il y a ce que dit Vincent sur l'histoire de l'année sabbatique. Et moi, sabbatique, je pense qu'il y a dans l'idée de Zidane une usure et l'idée peut-être de se dire ouais, je peux prendre une année sabbatique. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont des gens qui ont toujours, et là je ne parle pas d'argent, qui ont toujours existé, eu cette adrénaline de la compétition. Et ils ont aussi du mal à s'en détacher. Bien sûr. Tu vois, nous, par exemple, en étant de l'extérieur comme ça, on se dirait, moi je serais tout à fait capable de me dire, mais moi je prends le chèque qu'a pris Laurent Blanc, mais moi je disparais, vous ne me revoyez plus jamais. Hein. Je ne vais pas aller me prendre la tête à me faire insulter par des supporters. C'est ce qu'il a fait. Hein. C'est ce qu'il a fait, exactement ce que j'allais dire. Bah, lui, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a fait comme nous. Pas au départ, il voulait reprendre quand même. Il a essayé de trouver des clubs à la hauteur, etc. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu prends cette somme-là, toi tu te dis, je ne vais pas passer ma vie à me faire prendre des coups de pression par un directeur sportif, par un président, parce que j'ai perdu 2 matchs, à me faire insulter par des supporters, parce qu'on a perdu le derby, alors que je m'en fous, quoi, je vis bien et j'ai plus besoin de ça. Donc en fait, c'est aussi une adrénaline. Donc parfois, les coachs, et vous écoutez leur discours, ils se disent, bon, je suis parti pour une année sabbatique, mais finalement, il y avait un projet et je pouvais pas décrocher. Même des petits coachs, hein. Il y a Correa aujourd'hui, l'ancien coach de Nancy, qui parle, qui a plus de club depuis 2019, je crois, et qui dit j'ai jamais eu autant envie d'entraîner parce que c'est un métier aussi qui est un métier passion, qui est un métier prenant, qui est un métier où il y a une adrénaline, une excitation tout le temps de refaire les matchs, de jouer. Voilà, donc oui, je pense que dans l'idée, il est parti pour s'écarter 1 an, mais s'il y a une ouverture entre l'histoire de Pochettino veut partir et il y a l'opportunité Zidane, pas sûr qu'il refuse. Parce que c'est le PSG, c'est-à-dire qu'on lui donne aussi une équipe qui vient de faire finale et demi-finale, qui est capable potentiellement de gagner la Ligue des Champions, qui doit reprendre un titre de champion de France parce qu'il l'a perdu cette année. Voilà, là aussi, tu peux trouver, à part le fait que ce soit Paris et Marseille, tout le reste, tu es en fait en adéquation entre les deux, le club et Zidane. Mais surtout, c'est ce que disait Vincent, pour ce qui est de l'équipe de France, aujourd'hui, ça reste une chasse gardée. Elle n'est pas vraiment disponible. Les journalistes, les gens estiment que Didier Deschamps partirait après 2022, mais c'est pas sûr du tout qu'aujourd'hui il lâche les rênes. Il a jamais confirmé. Donc il y a pas non plus de perspective possible pour Zidane de se dire peut-être dans 1 an et demi, 2 ans, il y a rien de sûr. Donc c'est pour ça aussi que peut-être s'il y a une opportunité comme l'a dit Yacine, voilà, Paris c'est pas non plus le dernier des prétendants, c'est top 5 européen, top 5 des favoris. Aujourd'hui il y a pas beaucoup de clubs qui peuvent gagner la Ligue des Champions, Paris en fait partie. C'est quand même très alléchant. Et il y a aussi le côté si Mbappé reste, il y avait un petit peu la réunion, on sait qu'ils étaient souvent au téléphone ensemble, donc ça pourrait être aussi une opportunité d'enfin les réunir. Donc il y a quand même des choses. Après je suis d'accord, hein, quand la question c'était est-ce qu'il pourrait convenir au Paris Saint-Germain, j'ai pas dit qu'il va signer en août, mais mais t'as raison, Mousse, la question n'était pas bien posée. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait mon travail. Je voulais pas le dire. Juste, moi je termine juste ça. Il ne faudrait pas que les Qataris le fassent comme un coup encore une fois. Voilà. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Non mais malheureusement c'est ça. Je comprends, mais tu sais que c'est ça en fait. C'est pour ça que je dis. J'espère, mais tu sais qu'au fond de toi, s'ils le font, pour eux c'est un coup génial. Et c'est pour ça. Ils vont peut-être pas analyser le côté sportif comme nous on le fait actuellement. Ça c'est une certitude. Quand ils font venir Beckham en 2013, c'est pas pour sa patte gauche. Voilà. Oui, mais c'était au début du projet. Oui, non, ce que je veux dire, c'est pas un choix sportif. C'est ça que je veux. Oui, d'accord. Moi, je partage pas ton point, moi. C'est que sportivement, il n'a pas tiré l'équipe vers le bas, et sportivement, il a donné un signal qui a permis à d'autres joueurs de son rang de venir.
Alors, je dis Ça n'a pas pas que c'est- été que pour vendre des maillots. Hein. non, je dis pas que c'était bien ou pas bien. Je dis juste que quand ils le font venir, c'est tout sauf un choix sportif. Je dis pas que c'est mal ou bien. Moi, je Oui. suis très content d'avoir Beckham dans mon équipe. Moi, ce que je te dis, c'est que sa venue a eu un impact marketing et a eu un impact aussi sportif parce qu'elle a permis d'amener le PSG dans le choix de certains joueurs, dans le choix des possibles. On a eu Johan Cabaye d'ailleurs. Après, on a fait venir des jeunes qui n'ont ni vendu des maillots, ni été des bons choix sportifs. Donc, tu vois. Vas-y, Samy. J'ai juste une petite question. Vous pensez pas qu'aujourd'hui, si le Qatar fait justement le coup Zidane, ce serait pas la masterpiece de ces 10 ans? Ce serait peut-être pas même au-dessus de Neymar. Si aujourd'hui Zidane vient avec son aura, ses 3 Ligues des Champions, ce qu'il représente en France aussi. Hein. Est-ce que vous, enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, ce serait la petite cerise sur le gâteau. Ce serait même au-dessus de Neymar en 2017. Enfin, Moi, j'aurais l'impression. Si je vous écoutais c'est la depuis bonne le début, question. si je vous écoute depuis le début, ça serait l'inverse de ce qu'il faut faire quand même. Parce qu'on a quand même dit depuis le départ qu'il faudrait que ce soit le directeur sportif qui choisisse le ah coach. oui, ah bien sûr. Donc, sauf à dire que Leonardo voudrait Zidane. Non, ça, j'y crois pas un instant. De toute façon, non. Leonardo, on connaît un peu ses réseaux. On sait très bien qui il voulait depuis son arrivée. C'était effectivement, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Samy, c'est l'ex-entraîneur de la Juve. Ouais. Ouais, la nouvelle aussi. Gris, Le nouvel entraîneur, ouais. L'ex-nouveau entraîneur, quoi. futur, voilà, exactement, parce que c'est un peu comme Ancelotti avec le Real. Hein. Exactement. Ouais. Alors, un dernier thème qu'on voulait aborder, et je pense que je laisserai peut-être plus la parole à Vincent, parce il reste peu de temps, c'est sur l'enveloppe Mercato. Beaucoup d'articles sont sortis là-dessus avec quelques Des chiffres. incohérences, voilà. On parlait d'un moment de 60 millions. Ensuite, je crois que c'est l'équipe qui parle d'une enveloppe de 70 à 80. D'autres journalistes indépendants comme Romain Molina, qui l'a répété hier encore dans une vidéo, il n'a pas dit que ça. Je ne vais pas faire tout. Mais en tout cas, lui parle d'un gros investissement parce qu'il y a eu échec en demi-finale et qu'il faut aussi un peu faire oublier un peu la tristesse des supporters. Est-ce qu'il en est vraiment, Vincent, des enveloppes Mercato pour les clubs? Et est-ce que finalement, un journaliste peut avoir ce type d'information? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est pas le PSG qui va dire coucou, on est là et nous on a tel. Il y a plusieurs choses. Un, le club n'a absolument jamais intérêt, que ce soit le PSG ou un autre, de donner son enveloppe. Parce que c'est comme si tu allais chez un vendeur de voitures ou un agent immobilier en disant j'ai 2 millions ou j'ai 150 000 à dépenser. Très bien. Tu feras jamais de négo vers le bas. Hein. Donc, t'as jamais intérêt à annoncer ton enveloppe. Deuxièmement, ton enveloppe, c'est une enveloppe nette. C'est-à-dire que si tu dis que tu as 50, c'est-à-dire que tu as 50 de plus que de ce que tu vends. Or, tu peux faire évoluer ton enveloppe d'achat en fonction des ventes que tu peux réaliser. Donc c'est pour ça que c'est super compliqué de dire au départ quelle va être réellement l'enveloppe du club parce qu'il va falloir intégrer les ventes dedans. Troisièmement, tu as le sujet aujourd'hui qui est un sujet assez flou, c'est que là, je parlais tout à l'heure de Leonardo 2, le retour, dans un contexte de fair play financier qui était tendu. C'est-à-dire qu'on parlait de City, le PSG et City ont eu tous les deux des problèmes avec l'UEFA et le fair play financier, mais ont eu deux approches totalement différentes. Ce que disait Yacine, c'est que le PSG a joué la carte du bon élève en essayant de développer ses recettes commerciales suite à l'affaire de QTA, l'Office du tourisme du Qatar, développer Nike, Groupe Accor, etc. Mais du coup, parce que sincèrement, si le Qatar voulait sortir son portefeuille et acheter ses joueurs tout seul, les enveloppes avaient explosé effectivement, mais en essayant d'être le bon élève, forcément, ça contraint l'enveloppe budgétaire de recrutement. Or, au moment où on se parle, il y a un flou sur la notion du fair play financier qui va être appliqué. Donc, si le PSG doit se placer dans un fair play financier strict, eh bien, il n'y aura pas de grandes dérives, ou alors elles seront compensées par des ventes.
Et des ventes, elles peuvent être importantes. Neymar a re-signé, mais Mbappé n'a pas encore re-signé. Il peut partir. Et si on dit que c'est 50 millions, mais qu'il y a 150 ou 200 qui se font parce que Mbappé part, bah, t'as plus du tout la même enveloppe. Donc à ce niveau-là, c'est assez compliqué de définir le bon montant. Et le dernier point, c'est que le contexte fait qu'il y a de bonnes opportunités sur le marché. Et donc, en clair, je pense qu'en 2017, le PSG, le Qatar veut faire Neymar depuis quelques années, ils font Neymar. Mais il y a l'opportunité Mbappé et ils se disent c'est maintenant ou jamais. Ben oui. Parce que si je le prends pas maintenant, eh bien là, on se retrouve à peu près dans le même contexte. C'est-à-dire qu'il y a ce que veut faire le club, et puis il va y avoir des opportunités parce qu'il y a des joueurs qui passent, je les prends ou je les prends pas. J'ai l'occasion de les prendre, et si je veux les prendre, c'est maintenant. Et en fonction de ce qu'on vient de se dire, c'est pour ça que le vrai problème du mercato, d'une façon générale en France, au-delà du PSG, c'est qu'en plus, on rajoute une autre incertitude, c'est qu'au moment où on se parle, on ne connaît pas nos droits télé. En plus, ouais. Et c'est très embêtant. Donc, oui, tu entends parler de beaucoup de chiffres, des chiffres avec une fourchette très large et très grande, et je pense qu'on ne pourra pas être plus précis déjà avant que les droits télé se règlent. Le côté fair play financier, on ne le saura pas tout de suite. Et donc, moi, je crois plus à un mercato opportuniste avec quelques postes ciblés. Latéral droit, beaucoup parlent d'Hakimi, je ne sais pas si ça se fera, mais je pense que on connaît les postes au PSG. Il y a un sujet sur les latéraux, il y a un sujet dans le milieu. Voilà. Après, il y a le sujet de l'avant-centre. Est-ce que tu gardes Icardi ou est-ce qu'Icardi part Voilà, mais Alors pour Icardi, globalement, une précision, même s'il a démenti certaines rumeurs, moi je peux vous garantir que le PSG veut s'en séparer et que c'est une des conditions pour pouvoir aussi négocier l'arrivée définitive de Moïse Kean. Et si au cas où Icardi, on aurait du mal à le vendre, parce que le problème aussi c'est toujours pareil avec le PSG, c'est que tu offres des salaires tellement énormes qu'après le joueur, eh ben, il veut pas perdre, d'argent. Voilà, si on lui propose même au Milan AC de venir et qu'il soit titulaire, je pense que le joueur a envie d'y aller, mais pas pour être payé la moitié de ce qu'il est payé au Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours compliqué. Donc c'est pour ça qu'effectivement sur les enveloppes de transfert qui sortent tous les ans et pas qu'au PSG, moi j'ai toujours trouvé ça farfelu. Parce que d'abord, encore une fois, tu l'as bien dit, aucun club n'a intérêt à communiquer sur son enveloppe. Et moi, je me pose toujours la question, comment les journalistes font leurs calculs pour sortir dans les médias qu'il y a 80 millions d'un côté, 100, 200, c'est très très difficile. Alors, parce qu'en même temps, ils ont besoin de sortir des choses parce que ça permet d'occuper l'espace et de vendre du papier quand même. À ce moment-là, Vincent, il faut parler de club ambition, que des ambitions du club, ils veulent faire tel joueur, mais moi je trouve que c'est pas très honnête de sortir des chiffres parce qu'après les supporters se basent sur ces chiffres. Non, mais je crois qu'il y a une chose à dire, c'est de dire est-ce qu'il y a un club, quand tu parles d'ambition, je te rejoins, c'est de dire est-ce que le club a les moyens de son ambition en clair. Et c'est ça qui est important à savoir. C'est dire, j'aurais tendance à dire peu importe le chiffre, est-ce que le club a les moyens de ses ambitions. Là, on a un club comme le LOSC qui est champion de France, bravo à lui, je pense que sur la saison, il le mérite. Mais est-ce qu'il va avoir les moyens de tenir le rang d'un champion de France au niveau européen? Au moment où on se parle, on peut s'inquiéter. Encore une fois, bravo à Galtier et à son équipe, parce que sur la saison qu'on vient de voir, je pense qu'il le mérite. Mais si c'est pour faire le même parcours de Ligue des Champions que la dernière fois ou que Marseille, c'est pas rendre service au football français. Parce que là, on aura un champion qui n'aura pas les moyens de tenir son rang. Ok, très bien. Dernier mot pour Samy et Yacine, puisqu'on est en pleine période de mercato. On parlait d'Hakimi tout à l'heure. Pour finir ce podcast en beauté, s'il y avait un seul joueur que tu pouvais faire venir sur toute la planète football, Samy, et ne me parle pas de Zinedine Zidane, il n'est plus joueur. Alors que ce soit derrière, au milieu ou devant, lequel choisirais-tu? Tu sais quoi, tu parles de Zidane, je pense qu'il pourrait faire mieux que Danilo. Hein. Si on le remettait maintenant au milieu, ce serait pas. En tout cas, je pense que la comparaison serait pas honteuse.
Blague à part. Le faire jouer aussi, ça serait pas sympa quand même. Ouais, mais il fera toujours mieux que Danilo, je pense, franchement, vu ce qu'on nous a vendu. Mais oui, un joueur. Bah oui, j'étais plutôt chaud sur Hakimi lors du dernier podcast, comme tu t'en rappelles. Si on peut faire, pourquoi pas, si on peut faire un gros joueur et qu'on nous fait un prix. Le joueur que tu kiffes, Aujourd'hui, honnêtement, si on peut faire Cristiano pour pas trop cher, si la Juve te le lâche, moi tu me dis un Mbappé, Cristiano, Neymar pour la saison prochaine, je signe tout de suite, tu vois. En plus, comme ça, on aura un vrai numéro 9, on aura une pointe, et les deux qui tournent autour, pourquoi pas. Et en plus, apparemment, la Juve voudrait s'en séparer, et lui ne serait pas contre venir à Paris. Maintenant, on a vu que Paris n'était pas très très chaud sur les joueurs en fin de contrat. Alaba nous effilait sur le nez, Wijnaldum, ils passent tous. Agüero, tout le monde signe des joueurs en fin de contrat, sauf le Paris Saint-Germain. Ah si, on a signé Herrera. Donc bon, voilà. Donc, c'est pas le même standing. Non mais c'est vrai que quand on y pense, on a de l'argent, on n'a pas d'argent. Je comprends pas. Il y a quand même des gros joueurs cette saison qui étaient en fin de contrat. Il en reste encore. Donc on verra bien. Mais si tu me dis oui, bah oui, là, pourquoi pas se faire plaisir? Il lui reste quoi, 1 an, 2 ans, bien sûr. Tu vas avoir des problèmes avec Yacine, toi. Yacine, je viens vers toi. Si tu avais un joueur, mais vraiment, toute ligne confondue, défense, milieu, attaque, ça serait lequel pour toi le joueur idéal qui pourrait vraiment apporter un plus dans cette équipe du PSG? Moi, ce serait, je pense, Benzema. Benzema avec Neymar et Mbappé. Très bon choix. Ce serait c'est le trio qui. Je pense qu'ils parlent le même football, quoi. Oui. Vincent, si tu avais un choix, moi, ça serait N'Golo Kanté. Un très bon choix aussi. Très bon choix aussi, ouais, franchement. Ouais. Malheureusement, il ne veut pas revenir en France. Oui, mais on n'a pas dit, tu nous as demandé ce qu'on voulait. Non, évidemment, mais moi je suis d'accord. Tu nous as pas demandé d'être réaliste. Sur Kanté et Benzema, je suis d'accord. CR7, alors peut-être après le Real, tout de suite après le Real, avant son expérience à Juve, j'aurais été d'accord avec toi. Il est pas fini. Hein. Il est pas fini. Attention, il a fait ses stats à la Juve dans une équipe qui tournait pas forcément collectivement très très bien. Moi, je pense que si se cantonne à un poste numéro 9, il a quand même de très beaux restes. Je pense qu'il s'est bien entretenu. Ça nous ferait pas de mal d'avoir un vrai finisseur. Et puis surtout, je pense qu'il a une aura et une expérience qu'il apporterait au vestiaire et une confiance que tu donnerais quand même au club. C'est quand même, c'est quoi? C'est 4 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or. Ça serait assez facile à gérer dans un vestiaire. Hein. Il n'y aura pas trop d'ego. Ouais, mais de toute façon, maintenant, où on en est, on a déjà plein d'ego. Pourquoi t'en rajoutes un, t'en enlèves un, c'est pareil. Parce qu'il faut rappeler que CR7, c'est quand même l'homme qui fait virer les coachs aussi. Hein. On se rappelle de Benitez au Real, d'Allegri à la Juve, donc bon, voilà. Ça mettrait un peu de peps. C'est vrai. On a déjà assez de monde pour virer les coachs, on va pas en rajouter un. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les trois. Merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. On a essayé de balayer un peu l'actualité. Et malheureusement, l'actualité, c'était la polémique Pochettino. J'espère que ça vous aura plu. Merci Samy Mochtabi, qui est journaliste et notamment intervenant dans le Club des 5, l'excellente émission Le Club des 5. Yacine Hamned, titulaire indiscutable chez Paris United, qui intervient aussi dans le Club des 5 lui aussi et partout, dans plein d'autres médias. Il est partout. Il fait des podcasts. À chaque fois, je vois sur Twitter, Yacine par-ci, Yacine par-là. Voilà, toute l'Europe des podcasts nous l'envie. Et grand merci aussi à Vincent Chaudel qui a fondé l'Observatoire du sport business, un spécialiste de l'économie du sport. Avec Parquet au-delà. Dans beaucoup de médias. Et avec Paris United sur le Parquet au-delà. Exactement, tu vois, voilà, tu as bien fait de dire. Je l'avais dit la dernière fois et je ne l'ai pas dit. Évidemment qu'on retrouvera, j'espère, la saison prochaine. Et il y aura sans doute quelques pastilles pendant cet été. Merci, messieurs. Quant à nous, on se retrouvera sans doute la semaine prochaine. On avait commencé un peu le bilan ligne par ligne. On avait parlé des défenseurs. On va parler la semaine prochaine des milieux et on retrouvera sans doute Hugo et Nicolas. Voilà, merci encore à vous tous. On fait confiance au PSG pour nous sortir 2-3 petits trucs pour qu'on anime tout ça. C'est sûr. On sera peut-être de retour dimanche si Pochettino est viré, sait-on jamais. Peut-être qu'on parlera de l'arrivée de Zidane pour le grand bonheur de Samy. Voilà. Merci encore et à bientôt. Ciao. Merci, à bientôt. Au revoir.